Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Nous sommes aujourd'hui au cœur de Yad Vashem à Jérusalem. Yad Vashem porte la mémoire des disparus, mais se porte aussi vers la vie, vers l'avenir. Pour construire cet avenir, il faut se souvenir du passé et le transmettre de génération en génération. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver ici à Yad Vashem Ariel Namias, directrice du bureau francophone international de Yad Vashem. Bonjour Ariel Namias. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Pour commencer, quand a été créée cette école internationale de Yad Vashem et pour quelles raisons? Alors l'école a été créée en 1993 pour la raison de transmettre la Shoah, d'élaborer aussi donc, du matériel pédagogique pour donner des outils à des enseignants. Et la première raison au départ était pour la société israélienne, pour le système éducatif israélien. Il y avait un besoin de savoir comment transmettre cette histoire. Comment transmettre sans créer de traumatisme, si on veut enseigner au primaire, au collège, et raconter l'histoire de ces gens pendant la Shoah. Donc, c'est le but au départ de l'école internationale pour l'enseignement de la Shoah et elle va devenir internationale dans les années 2000 où en fait nous accueillons ici des groupes, des étudiants, des enseignants, des élèves du monde entier. Est-ce qu'ils sont volontaires pour les suivre? Est-ce que c'est leur initiative de venir ici? Et dans un second temps, de quel pays ils viennent? Alors tout d'abord, ils sont tous vraiment volontaires. Ils viennent de leur propre initiative. Alors c'est vrai que dans certains pays, le ministère de l'Éducation nationale, comme en Italie, les pousse, les subventionne, leur donne des crédits dans leurs études et dans leur continuité de profession. Et certains, comme dans d'autres pays, c'est vraiment, ils viennent sur leur propre temps, de vacances scolaires, ils payent eux-mêmes leur formation, vraiment un volontariat à 100%. Et de quel pays viennent-ils? Du monde entier. Nous avons des éducateurs d'abord d'Europe, et c'est comme ça qu'a commencé le département européen. Aujourd'hui, nous nous appelons le département des séminaires internationaux, car nous sommes au Canada, en Australie, en Chine, en Amérique latine, et nous avons eu aussi une formation en distanciel avec des éducateurs d'Indonésie. Et je dirais encore une dernière chose, c'est que nous sommes en train aussi de développer les relations suite aux accords d'Abraham avec les Émirats, le Maroc aussi notamment. Donc voilà, on est constamment à la recherche de gens et d'éducateurs qui sont intéressés à transmettre l'histoire de la Shoah. Quel bonheur d'entendre ça. Franchement, à l'heure où on est à un degré d'antisémitisme impensable, à l'heure où on a envie de vraiment dire que ce problème d'antisémitisme est un problème de l'humanité, ce n'est pas le problème de la communauté juive, c'est impensable de savoir qu'ici, il se passe ça. Et à ce degré-là, avec ce champ des possibles aussi large, et quels sont les outils et les domaines que vous utilisez pour transmettre? Des archives, ça c'est sûr, mais peut-être aussi, comme on le voit ici, la musique, certains destins qui ont incarné la vie par le dessin, par l'art. Alors nous avons une approche multidisciplinaire à l'école internationale. Nous voulons transmettre l'histoire de la Shoah vraiment à travers toutes les disciplines. Ce n'est pas seulement les archives, comme vous l'avez dit, bien sûr c'est notre première source, et bien évidemment nous les utilisons, mais il y a l'art, il y a le cinéma, il y a le théâtre, il y a la littérature, la théologie. Vraiment, c'est ça qui nous permet plusieurs portes d'entrée sur ce sujet, qui nous permet de toucher divers publics aussi, la façon donc d'approcher l'être humain pendant la Shoah. C'est aussi quelque chose qui est très spécifique à notre pédagogie. C'est-à-dire nous mettons l'accent sur l'être humain pendant la Shoah et nous parlons de sa vie avant, sa vie pendant la Shoah et après. Les Juifs ne sont pas nés dans le ghetto de Varsovie. Les Juifs ne sont pas nés victimes, ils ne veulent pas avoir une étiquette de victime. Parlons justement de cette diversité du peuple juif avant la Shoah. Qui étaient ces Juifs? Quand nous enseignons l'histoire de la Shoah aujourd'hui à des jeunes du monde entier, certains ne savent pas, n'ont jamais rencontré de Juifs en Asie, dans des pays, en Inde, en Thaïlande. Donc d'abord, leur faire connaître qui était ce monde juif avant la Shoah. Et après, la vie ne s'est pas terminée le 27 janvier.
1945 lors de la libération. Nous allons continuer à suivre le destin de ces survivants, les dilemmes qu'ils ont dû faire face, le retour, ce qu'on appelle aussi, encore une fois, le retour à la vie. Il y a beaucoup de destins qui racontent ça. Énormément de destins qui, de Sam Ringer à Alfred Nakache, à Etty Lissoum, à Charlotte Salomon. Je parle des artistes parce que tout d'un coup, on voit à quel prix ils ont voulu sublimer ce qu'ils ont vu pour le rendre plus beau et pour se donner de la force pour continuer. Est-ce qu'il y a un objet ou une œuvre particulière qui, pour vous, transmet l'histoire de la Shoah et sa dimension inhumaine? Je dirais deux choses. D'abord, les dernières lettres. Nous avons rassemblé ici à Yad Vashem, grâce aux archives bien évidemment, les dernières lettres des déportés. Ce sont des lettres qui ont des fois été écrites dans les wagons, jetées du wagon. Je prendrai l'exemple juste qui m'est très très proche, qui m'a touchée depuis que je travaille ici à Yad Vashem, de l'histoire de la famille Oronchik. Esther Frankel, née Oronchik, qui a jeté un papier, une lettre, une dernière lettre du wagon. Elle était déjà dans le wagon le 5 août 1942, après la rafle du Veldiv, déportée du camp de Pétivier vers Auschwitz, sans son fils qui restait, qui avait 1 an et demi, Richard, au camp. Et elle jette cette lettre. Et cette lettre a été, par un inconnu sûrement, retrouvée à côté des rails et envoyée à destination. C'est-à-dire que cette lettre, après, la famille l'a retrouvée, après la guerre. Ces dernières lettres touchent énormément. Quand tous ces éducateurs, ces élèves, ces professeurs viennent ici et qui visitent le mémorial, alors qu'ils ne viennent pas du tout de la communauté juive, c'est quoi leur réaction? Tout d'abord, c'est vrai qu'après la visite du musée historique, c'est beaucoup d'émotions, de très très fortes émotions. Ça peut être le silence d'abord, ne pas avoir de mots. Mais c'est vrai qu'après le musée, il faut du temps. Il faut du temps pour comprendre. Mais je dirais qu'après cette phase, qui est des fois courte chez certains de l'émotion, il y a beaucoup de questions. On ne peut pas sortir de ce musée sans se poser, je dirais, des dizaines et des dizaines de questions. Que ce soit des questions philosophiques, théologiques, où était Dieu? Pendant la Shoah, on sort, on ne peut pas rester sans questionnement. Et c'est surtout ça que je ressens chez les éducateurs, peut-être moins chez les élèves. Les élèves restent peut-être plus dans l'émotion. Et plus tard, ils élaboreront aussi ces questions. Ils ont un regard très instinctif, donc très pur. Oui, très pur. Un éducateur, il est sûrement dans la réflexion, donc oui. Il est comme certains qui ont vécu cette période-là, dont Julia Wallach et beaucoup d'autres, les amis de Simon Wiesenthal, qui disent Dieu est en vacances à cette époque-là. Ou d'autres, comme Yankelevitch, se posent la question du pardon. Le pardon, la transmission, eux-mêmes viennent ici en tant qu'éducateurs et tout d'un coup, ça les bouleverse. Est-ce que j'ai bien fait mon travail jusqu'à aujourd'hui? Comment j'ai transmis jusqu'à aujourd'hui? Il y aura un avant Yad Vashem, avant cette formation, et un après Yad Vashem, c'est sûr. Vous organisez pendant ces cycles des séances consacrées aux justes, à ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre et qui, à ce titre, est décerné par Yad Vashem. Notamment, vous abordez l'histoire des justes musulmans d'Albanie. C'est très méconnu, ça. Qui ont été des justes. Quelles ont été leurs actions pendant la guerre? Alors, tout d'abord, je dois dire qu'il y a 75 justes parmi les nations d'Albanie. Et le premier juste a été nommé en 1989. Il s'appelle Refik Vesili. Et leur action, en fait, c'est, faut reprendre l'histoire, d'accord? Donc, l'invasion allemande en Yougoslavie en 1943. Et c'est là qu'en fait, des centaines de Juifs ont trouvé refuge en Albanie. Et cette communauté donc musulmane va faire tout son possible pour sauver les Juifs pendant la Shoah, et ce qu'ils appellent en fait Bessa, le code Bessa, ce qui signifie littéralement préserver sa promesse. La promesse que l'autre est un être humain, ouvrir sa maison. C'est très beau. Et c'est ça, c'est ce code d'honneur, donc Bessa. Et je dois dire autre chose sur l'Albanie qui est très intéressant. Avant la Shoah, en 1939, il y avait 200 Juifs en Albanie. L'Albanie serait le seul pays à la fin de la guerre où il y a plus de Juifs à la fin qu'avant la guerre. Avant la guerre, il y avait 200 Juifs. À la fin de la guerre, il y en aura 1800. Personne ne sait ça. C'est fou. Mais j'aime beaucoup ce mot Bessa. Je trouve que
ça nous permet de se dire que tous ces gens qui vont prendre conscience et qui vont connaître et qui vont prendre à cœur la mémoire de la Shoah et sa transmission peuvent nous permettre aussi d'appréhender l'antisémitisme qui sévit aujourd'hui, qui ne cesse de se décliner de façon presque anodine, à faire peur. Et d'ailleurs, la plupart des Juifs du monde entier viennent aujourd'hui en Eretz Israël, non pas par amour, mais souvent par peur, parce qu'ils n'ont pas envie que leurs enfants grandissent en se faisant traiter de sales juifs, et que tout d'un coup, ils préfèrent changer de vie. Et donc, c'est des alias souvent qui peuvent même être contrariées parce qu'elles ne sont pas préparées. Elles viennent après un acte terroriste ou elles viennent après une peur d'un des enfants. Et je pense que le travail que vous faites aujourd'hui, et vous me contredirez si vous n'êtes pas d'accord avec moi, même s'il est à une échelle encore artisanale, est-ce que vous pensez comme moi? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un espoir qu'à travers votre travail et le travail de centres comme Yad Vashem et cette école, on peut arriver à rendre moins effrayant cette montée de l'antisémitisme? Oui. Tout d'abord, c'est notre mission, entre autres. C'est vrai que Yad Vashem, au départ, ce n'était pas sa mission. La mission, c'était raconter l'histoire de la Shoah, l'histoire des individus, l'histoire des victimes. Mais quand on a essayé justement de vouloir avoir des outils sur ce sujet qui, comme vous le dites, ne fait que s'aggraver, malheureusement. Si au départ, c'était peut-être l'histoire de la communauté juive européenne, aujourd'hui, comme je vous le dis, il y a de l'antisémitisme, même là où il n'y a pas de juifs, où il y a très peu une communauté très minime. Donc oui, Yad Vashem a aussi compris qu'elle a un rôle dans ce sujet-là. Et ce qui est extraordinaire dans notre pédagogie, c'est qu'on avance et qu'on se pose toujours des questions. Pour conclure, nous connaissons tous les difficultés que rencontrent certains enseignants pour aborder l'histoire de l'extermination des Juifs en Europe. Est-ce que certains d'entre eux vous parlent après avoir suivi les séminaires de formation et qui repartent avec des outils qu'ils n'avaient pas en venant pour pouvoir convaincre? Oui. Oui. Non seulement les mots, des outils avec lesquels ils repartent aussi de Yad Vashem, puisque nous développons du matériel éducatif dans toutes les langues. Ce n'est pas du matériel qu'on traduit, mais on adapte aussi à la société pour laquelle nous diffusons ce matériel. Donc nous avons du matériel en italien, en français, en allemand, en espagnol. Alors c'est vrai, des fois peu, en polonais, en grec. Donc ils repartent aussi avec du matériel qu'ils vont eux-mêmes élaborer et adapter aussi à leur classe. On ne leur donne pas clé en main, voilà, c'est le secret, c'est la baguette magique de l'enseignement de la Shoah. Et eux continuent à élaborer notre matériel pédagogique, à l'enseigner. Et je dirais que le meilleur résultat, c'est d'avoir leurs collègues un an après. C'est vraiment pour nous... c'est la réussite du travail. C'est la réussite du travail, c'est quand tout d'un coup, entre guillemets, quelqu'un ramène quelqu'un d'autre. Exactement. Merci Ariel Nahmias. Plaisir. Ces femmes et ces hommes victimes de la barbarie, ou juste parmi les nations, sont des modèles de courage ou de fidélité aux valeurs humanistes qui doivent tous nous guider, juifs ou pas. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.